Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez derrière moi, il n'y a plus le décor parce que j'ai déménagé mon bureau et le micro devrait normalement sonner un tout petit peu différent de d'habitude, je m'en excuse. Je regarde déjà pour essayer de trouver une solution pour retrouver un décor joli. Voilà. Qu'est-ce que j'étais en train de dire déjà? Ah oui, ça, c'est moi. Incapable de bouger parce qu'une menace se planque dans les profondeurs d'un volcan. Il y a 10 ans, j'ai joué pour la première fois à Outlast, et il y a 10 ans, j'ai regardé pour la première fois Saw, le premier film de la saga. Ces deux événements, comme pour beaucoup d'autres, ont été absolument abominables. Saw, c'était plus ou moins mon premier film d'horreur. J'étais tellement mal devant que j'ai mis 3 jours à terminer le film. Outlast, même si c'était pas mon premier jeu d'horreur en soi, c'est sans hésitation le jeu qui m'a le plus effrayé à ce jour. Je me souviens que j'avais tellement peur en y jouant qu'au bout de quelques dizaines de minutes, je mettais inlassablement la même musique dans mes oreilles pour pouvoir continuer à avancer. Deux expériences qui, bien que très marquantes, ont eu un effet secondaire sur moi auquel j'avoue, je m'attendais pas vraiment. Après avoir visionné Saw et joué à Outlast, j'ai soudainement cessé d'avoir peur devant les œuvres d'horreur. Comme si un filtre anti-prise au sérieux s'était installé dans mon cerveau pour compenser. Alors au début c'est marrant parce que tu peux jouer à tout plein de choses et regarder tout plein de choses sans aucun problème. Et très vite je me suis même mis à plus me marrer devant ce genre d'œuvre. Sauf qu'une fois qu'on a bien rigolé, vient l'ennui. Aujourd'hui, je suis plus vraiment capable de prendre du plaisir devant une œuvre horrifique si son but premier c'est d'être effrayant, parce que ça marche plus sur moi. Et autant si à chaque fois que je revois Saw, j'ai toujours le trouillomètre qui remonte tellement c'était dur la première fois, autant j'ai déjà rejoué à Outlast et inévitablement, c'était pas effrayant. 10 ans sans avoir peur, ou en tout cas sans avoir peur au point de m'en souvenir, c'est long. Surtout qu'avant, j'aimais bien ce genre moi. Je me souviens de ma découverte d'Halloween, de Marble Hornets, de Five Nights at Freddy's, de l'Early Access de Layers of Fear, et par-dessus tout, je me souviens comme si c'était hier de cette histoire d'expérience russe sur le sommeil. 10 ans sans ressentir un sentiment de peur tellement puissant que je suis incapable de bouger. Et aujourd'hui, j'ai réussi à retrouver ça grâce à Subnautica. Alors que votre vaisseau spatial, l'Aurora, s'est écrasé sur une planète inconnue, sobrement nommée 4546b, vous vous réveillez dans votre capsule de sauvetage et à partir de là votre but est limpide, survivre pour vous échapper de la planète. Pour ce faire, rien de plus simple, vous avez juste à construire une navette spatiale en récoltant au fur et à mesure des matériaux de plus en plus rares, en allant de plus en plus loin et de plus en plus profond. Facile. Évidemment, comme dans tout jeu de survie, la première chose à faire c'est de ne pas crever de faim ni de soif et de se crafter une paire d'équipements adaptés à l'environnement. Comme moi, vous ne le remarquez peut-être pas tout de suite puisque l'on passe l'écrasante majorité du jeu sous l'eau, mais loin au nord se trouve un énorme brouillard cachant une île de la plus haute importance. Parce qu'une fois que vous la trouvez, ce jeu qui, mis à part l'océan, ressemble finalement à beaucoup d'autres, prend une toute autre proportion. Parlons un peu de mon rapport au jeu de survie. Je m'en fous, mais total. À part Minecraft, dont je me lasse pas vraiment, de tous les jeux de survie auxquels j'ai joué, j'en retiens pas beaucoup, c'est pas un jeu qui me touche particulièrement. Sauf que cette fois, et grâce à cette île, tout était différent. Vous amarrer, personnellement c'était sur le flanc ouest, et là c'est sympa comme tout. Il y a plein de matériaux un peu rares et très utiles pour le début du jeu, notamment du diamant. Il y a de la végétation, des cavernes, on se sent en sécurité sur cette île, et c'est bien normal puisque depuis le début du jeu, c'est la première fois que je mets un pied sur la terre ferme. Subnautica fait un travail remarquable à vous faire oublier au moins un peu que vous vous trouvez en permanence sous l'eau. Mis de côté l'oxygène que vous devez recharger de temps en temps, au début du jeu, s'il n'y avait pas l'eau, ce serait globalement la même chose parce que dans la première zone, en dehors de vous-même, il n'y a aucune menace à proprement parler. Mais plus vous avancez et plus vous vous aventurez loin de votre capsule de sauvetage, plus l'ambiance change. La visibilité n'est plus aussi bonne, vous risquez de tomber sur des créatures peu recommandables et vous manquerez bien vite d'hydratation et de nourriture. Si au début tout est assez calme, une fois appréhendé le fait d'être constamment sous l'eau, très vite un sentiment d'oppression et d'inquiétude s'installe dès lors que vous partez explorer. Alors se retrouver d'un coup sur la terre ferme, c'est un moment de tranquillité qu'on vous offre. Il suffit d'admirer cette étendue interminable d'eau, récolter ce dont vous avez besoin et repartir comme si de rien n'était pour continuer votre quête de liberté. Mais quelques minutes plus tard, alors que la silhouette de la montagne s'estompe, elle laisse place à ce qui rend ce jeu particulièrement singulier. Une immense et étrange structure, visiblement alien. Des cubes entremêlés qui, par leur design ostensiblement optimal, dégagent un truc de tout sauf amical. Un peu inquiétant sur le moment, certes, mais surtout rempli de mystères. Pourquoi un pauvre bâtiment construit à l'arrière d'une montagne? Est-ce qu'il abrite une forme de vie hors de l'eau? Est-ce que c'est une bonne idée de s'y aventurer? Et en même temps, la tentation est trop grande pour pas aller voir ce qui se passe là-dedans. Ça me fascinera toujours de voir ce qu'un peu de design de map intelligent peut faire dans un jeu. Si ce bâtiment avait été placé et découvert entièrement sous l'eau, je peux vous dire que j'aurais réfléchi à 2 fois avant d'y aller. Mais le fait qu'il soit planté là, hors de l'eau, sur une plage au calme, bien que légèrement inquiétant, ça le rend bizarrement un peu réconfortant, comme si on s'est trouvé à trouver des gens en fait à l'intérieur.
Vous finissez par entrer dedans et... personne, hein. Pas la moindre trace d'habitants. Rien que d'immenses salles, vides et vertes. Quelques armes qui font envie, on va pas se mentir, si on avait accès à ce fusil alien, les monstres feraient quand même vachement moins peur d'un coup. Quelques Stargates ça et là, et au bout du bâtiment, un robot qui vous annonce que vous êtes infecté par une bactérie et que la planète a été mise sous quarantaine. Bon, donc comme il est coutume de le lire dans de telles circonstances, c'est la grosse merde. Non content de vous être crashé sur une planète remplie d'eau, d'être l'un, si ce n'est le seul survivant de ce crash, en plus de tout ça, il y a visiblement des aliens, vous êtes malade et la planète est softlock. Avec tout ça, bien entendu, viennent une flopée de questions importantes. Est-ce que je vais mourir dans 3 jours, dans 3 mois, dans 3 heures? Le robot, il a parlé d'une arme à désactiver, mais c'est quoi cette arme? Est-ce que c'est une bombe au cas où la quarantaine serait brisée? Bref, c'est officiellement la merde. Et je vais m'arrêter là pour la trame principale du jeu. Ce que je viens de vous raconter, vous devriez normalement le découvrir dans vos premières heures de jeu si vous n'y avez pas joué, et il vous restera encore plein d'autres choses à découvrir par vous-même. Le point le plus inattendu de ce jeu, c'est évidemment l'océan. Sortir de cette capsule et ne voir rien d'autre que de l'eau, c'est difficilement descriptible. Je pense que tout le monde la première fois a été au moins un peu effrayé et au moins un peu émerveillé devant cette immensité bleue. Mais perso, c'est à partir de cette fameuse île que j'ai commencé à comprendre ce qui différencie Subnautica de la majorité des autres jeux de survie. Il a une intrigue digne de ce nom, en tout cas à mon sens. Les questions s'enchaînent de façon naturelle sans qu'on ne trouve de réponse immédiate, ce qui nous tient en haleine tout le long du jeu. De l'implication au-delà de la survie. Pour quelqu'un qui s'en fout un peu au fond de la survie, c'est souvent ce qui manque. Une fois les événements de la base alien terminés, j'étais perdu. Est-ce que mon but c'est de sauver la planète, de trouver un remède à cette maladie, simplement de survivre et de m'échapper malgré le virus? Comme le jeu n'a pas tendance à vous tenir par la main et sans plus d'informations, la seule chose qu'il me restait à faire sans surprise, c'était d'explorer, plus loin, plus profond. Ça va me permettre de faire un petit point sur la musique du jeu qui sans surprise est excellente mais qui surtout souvent se révèle étonnante. J'ai jamais vraiment réussi à déterminer comment ça marche dans ce jeu. Parfois elle se lance sans vraiment de raison logique, juste histoire de vous mettre un coup de pression. Évidemment quand ça arrive c'est pas de la musique rassurante, ce serait trop simple, c'est plutôt ce genre de choses. Et puis de temps en temps aussi, sans que je l'explique trop non plus, il y a des bangers du genre qui se lancent et là, vous êtes le roi du monde. Et j'ai oublié de préciser un truc. Plus vous serez en mesure de fabriquer des véhicules avancés, plus ces derniers pourront descendre profond. Avec un Seamoth par exemple, le véhicule de base, je pouvais aller jusqu'à 300 mètres de profondeur, ce qui est assez ridicule en fait. Avec le suivant, je peux faire le triple, et j'avais pas pris un truc en compte. Dans ce jeu, le plus flippant, ce sont pas les Reapers, les poulpes télépathes, les bombes IEM flottantes, ni même ce qui se trouve tout au fond de l'océan. Ce qui fait le plus peur dans Subnautica selon moi, c'est le noir. Pendant un bon bout du jeu, ça va, si vous suivez le cycle jour-nuit et que vous dormez dans votre lit, vous aurez pas trop de problèmes. Mais dans les fonds marins, il n'y a pas de cycle, il fait nuit tout le temps. Je crois qu'il y a plusieurs grosses étapes de flip dans Subnautica. Me retrouver à 600 mètres de profondeur pour la première fois dans le noir quasi complet, c'était pas l'étape la plus marrante. Maintenant le noir c'est une chose terrible quand on en a peur. La deuxième chose terrible dans Subnautica, votre pire ennemi, c'est vous-même et votre imagination. Il m'est arrivé un truc pendant mon let's play que je pense je n'oublierai jamais. Lorsque vous arrivez aux dunes, un biome qui se trouve à quelques centaines de mètres à l'ouest de la map, votre assistante vocale vous dit ça. Detecting multiple Leviathan class life forms in the region. Are you certain whatever you're doing is worth it? Cette phrase, elle résonne dans ma tête encore aujourd'hui et ça fait quelques semaines que j'ai terminé mon let's play déjà. Un jeu qui te demande si tu es bien sûr que ce que tu fais vaut la peine de rester là où tu es, ça m'émerveille de génie. Surtout que ce qui se planque dans les dunes, ce sont juste des Reapers. Un Reaper c'est flippant, mais en théorie à ce stade vous devriez déjà en avoir rencontré ou au moins vu au loin. C'était pas mon cas.
J'ai fait demi-tour au plus vite sans savoir ce que j'avais risqué de croiser et pas certain que j'avais envie de revenir ici un jour. J'en ai même rêvé cette nuit-là pour vous dire. Non, votre imagination n'est clairement pas votre ami. Ça par exemple, c'est un fossile léviathan, donc les restes d'un léviathan gargantuesque de plusieurs kilomètres de long. Sur le coup, c'est flippant, mais c'est rien comparé à ce que vous imaginez la première fois que vous voyez au loin. Moi par exemple, je suis arrivé par l'arrière du squelette, donc c'est ça que j'ai vu. Et instinctivement, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est une araignée morte, vous voyez, sur le dos. S'il y a un cadavre d'araignée géante aquatique quelque part, les chances pour que j'en croise une dans pas trop longtemps, pas trop loin, elles sont en théorie relativement élevées. Au final, j'ai rien croisé du tout qui ressemblait de près ou de loin à une araignée géante, mais si vous laissez comme moi votre imagination vous jouer des tours tout au long du jeu, c'est crise d'angoisse assurée. Je sais pas si je retrouverai un jour cette sensation dans un jeu d'horreur classique, mais ce qui est sûr c'est que j'ai très envie de voir ce que donne la suite de Subnautica, Below Zero, et de voir s'ils ont réussi à recréer la même ambiance hors de l'eau. Et qui sait, peut-être que ça donnera un futur épisode en espérant que le jeu ne soit pas une énorme déception. Si vous avez envie de me partager votre propre expérience de Subnautica, laissez-moi un commentaire que je lirai avec plaisir. Abonnez-vous, mettez la cloche, je le répète comme à chaque fois, c'est très important pour les créateurs de contenu. Et si tout ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir le reste de ma chaîne. On se voit bientôt pour d'autres vidéos, prenez soin de vous les zouzous, bye bye.